Bonjour à tous, bienvenue sur TVM, la télé de Montataire. Je suis Nico Promsi, élève au lycée André Malraux pour vous présenter le JT des élèves. Tout simplement, Tatiana est avec moi, comment ça va? Ça va bien et toi? Tu vas me présenter le sommaire tout de suite? Alors au sommaire, nous allons voir 3 sujets principaux. Alors tout d'abord, nous verrons la crise en Ukraine. Ensuite, nous verrons l'Union européenne et les élections. Et pour finir, l'Union européenne et les élections. Et pour finir, le sujet qui fait polémique en ce moment, la théorie du genre. On commence tout de suite avec le sujet de l'Ukraine. Voici le Mouffa qui est là pour nous planter le décor sur le sujet. Au début du XXe siècle, nous remarquons que l'Ukraine fait encore partie de la Russie et on distingue seulement 4 grandes nations. La France, l'Allemagne, l'Empire russe et la Hongrie. Celles-ci vont subir de premières grandes séparations suite à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, qui est une guerre extrêmement sanglante. Cette guerre a des causes essentiellement économiques qui ont conduit à la révolution russe de 1917. mais dis donc, Wassil, t'as oublié l'Ukraine en 1917? Eh oh, c'est moi qui explique ici. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, l'Allemagne perd la guerre et capitule. Ce qui entraîne une séparation entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Le pays a été séparé par un mur s'intitulant le mur de fer, qui descend jusqu'à la Bulgarie. La Russie devient l'Union soviétique et comprend un grand nombre de pays de l'Europe de l'Est, dont l'Ukraine et l'Asie centrale. C'est en 1991 que l'Ukraine prend son indépendance et que l'Union soviétique redevient la Russie et perd un peu de territoire. Malgré que l'Ukraine prit son indépendance, elle reste dans le giron d'influence russe, notamment par le biais de ses influences culturelles et économiques. Merci beaucoup Wassil. Tout de suite, on creuse un petit peu plus la question avec Nidhi Niranjan qui est en compagnie de Madame Le Hu, professeure d'histoire géo au lycée André Malraux et 2 élèves de l'atelier Sciences Po. Nidhi, c'est à toi. Donc nous sommes en direct avec des spécialistes de l'Ukraine. L'Ukraine, on a dit tout à l'heure qu'elle était indépendante depuis 1991. En réalité, elle n'est pas complètement indépendante. Elle n'est pas complètement indépendante de la Russie, qui est un voisin très très puissant, très influent. Et elle comprend effectivement beaucoup de minorités, alors des minorités russophones qui sont à peu près 20% sur l'ensemble de la population ukrainienne. Donc l'Ukraine est complètement prise entre 2 zones d'influence. D'un côté, effectivement, la Russie, avec pays avec lequel elle avait pas mal d'accords. Elle faisait partie de la CEI, la communauté des États indépendants. Et puis de l'autre côté, l'Union européenne. Justement, il y avait pas mal de rapprochements depuis déjà un certain nombre d'années. Quelle est la position de la Russie dans ce conflit? Qu'elle cherche vraiment à contrôler justement ce pays et puis d'autres pays comme la Biélorussie qui est un petit peu plus au nord. Donc la position de Poutine, c'est quand même effectivement de dire que c'est un peu sa zone d'influence, c'est un petit peu son territoire, sa chasse gardée en quelque sorte. Qu'en pense l'Union européenne de cette situation ? On peut parler d'un groupe constitué des pays baltes. Ceux-là sont partisans de sanctions vis-à-vis de la Russie, de sanctions fortes. Un autre groupe constitué avec plutôt les pays comme l'Allemagne, la France. Ils sont sur une ligne médiane entre eux, ils demandent des sanctions, mais ils sont partisans d'un dialogue. Et d'autres pays sont pris en étau entre la dépendance de la Russie par le gaz. Qu'est-ce qu'en pensent les États-Unis ? C'est plus vraiment la guerre froide, donc il n'y a plus de conflit entre le communisme et le capitalisme. On est dans un monde aujourd'hui qui est multipolaire, un monde où les États-Unis ne sont plus le seul pays effectivement à pouvoir délivrer effectivement les règles du jeu. Ce conflit a l'air compliqué, donc selon vous, comment cela va-t-il se terminer ? À mon avis, le risque de partition, il est réel sur le pays. En fait, l'Ukraine, c'est un pays effectivement qui est en train de se diviser, en proie justement à tous ces séparatistes. Alors ça a commencé effectivement en Crimée, ça continue dans une grande région, la région du Donbass, et on pourrait s'attendre effectivement à ce que les séparatistes s'agitent un petit peu dans toute l'Ukraine et foncièrement qu'ils divisent, qu'ils fassent totalement imploser le pays. De retour sur le plateau avec Nathalie Chapeau, mon invitée, qui va me parler pour commencer des sujets abordés par les lycéens pour ce JT. Ukraine, Union européenne, polémique, actu, c'est des sujets difficilement abordables pour des lycéens, pour des étudiants. Pourquoi avoir choisi ces sujets ? Eh bien, l'idée du partenariat avec la ville de Montataire, c'est de développer l'expression citoyenne des élèves, notamment sur le territoire. Donc on a commencé avec des reportages sur le lycée, puis sur la ville. Et il nous semblait intéressant, avec ma collègue Sabrina Dumontant, de poursuivre avec des sujets plutôt d'envergure nationale, voire internationale pour l'Ukraine. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que vous et votre collègue, enfin les personnes qui encadrent l'atelier, vous risquez, vous tentez à faire un JT, un journal télévisé avec des lycéens ?
Est-ce que c'est pas une expérience un petit peu risquée? C'est dans tous les cas une expérience originale, c'est sûr, puisque ça nous sort aussi un petit peu de nos enseignements. Mais pour nous, on l'a vécu plutôt comme une opportunité d'avoir une autre approche avec les élèves, un autre rapport avec les élèves. Et c'est pour ça qu'on a tenté cette aventure. Oui. Merci beaucoup Nathalie Chapeau. On continue maintenant avec le sujet de l'Union européenne, l'Europe, l'Union européenne, les élections européennes, avec Sofiane, qui est avec moi dans un autre studio pour nous expliquer comment fonctionne l'Union européenne. Il y a l'Union européenne et l'Europe qui sont deux termes à distinguer. Donc l'Union européenne d'un côté qui est le regroupement de 28 États membres, tandis que de l'autre côté il y a le continent européen qui regroupe une cinquantaine de pays. Donc suite à la Seconde Guerre mondiale, dans un espoir de paix et dans un but économique et à la fois politique, différents pays européens vont créer la CECA, une coopération économique et de stabilité qui va permettre à ces différents pays de mettre en place une stabilité pour éviter une nouvelle guerre. Robert Schuman et Jean Monnet, deux personnages importants qui sont à l'origine de la CECA, vont créer cette organisation qui a pour but d'effacer la rivalité franco-allemande. Cette CECA va donner par la suite la création de la CEE. Et cette CEE, donc, par la suite, va donner notre Union européenne, avec notamment la mise en place du marché commun avec l'acte unique de 1986, prolongé par le traité de Maastricht en 1992, qui verra donc la naissance d'une union économique et monétaire et donc la création de l'euro. À l'intérieur de l'Union européenne, 18 États font partie de la zone euro et ont donc opté pour une politique de monnaie commune. Les 10 autres pays restants sont soit en train d'essayer de rentrer dans cette zone euro et donc opter pour cette politique monétaire, soit refusent tout simplement pour préserver leur souveraineté. Merci beaucoup Sofiane, on continue sur le sujet de l'Europe. Tatiana, à toi. Pendant les élections européennes, Salimata Nyangan est allée à la rencontre d'un député en campagne. Reportage. Je suis actuellement avec Jackie Hénin, qui est député du Nord-Ouest depuis 2004. Donc je vais vous poser quelques questions. Vous vous présentez en tête de liste pour les élections européennes. Comment cela se présente pour vous ? Écoutez, les élections européennes sont des élections compliquées parce que d'abord les électeurs en veulent beaucoup à l'Europe. Et ils en veulent à l'Europe des conditions qui leur sont faites dans leur vie de chaque jour. Les fermetures d'entreprises, le chômage, les difficultés. Il est aussi indispensable d'expliquer que nous voulons construire une autre Europe. Une Europe qui ne veuille pas opposer les salariés les uns aux autres. Une Europe qui veuille non pas servir les intérêts des actionnaires et des banques, mais mettre au centre de toutes les préoccupations l'humain. La population que vous venez de rencontrer vous a-t-elle semblé réceptive ? Écoutez, vous avez assisté comme moi à la rencontre. Un certain nombre de questions ont été posées. Des questions qui concernent encore une fois l'emploi, les services de santé, nos conditions de vie, la perspective pour les jeunes de faire des études. Toutes ces questions qui sont des questions de notre vie de chaque jour sont aussi les questions que se posent des millions d'Européens. Donc nous devons répondre à ces questions et surtout donner des perspectives. Comment on peut faire autrement ? Écoutez, moi je donne un seul exemple. Quand au milieu de la crise en 2008, il a fallu sauver les banques, on a réussi à trouver 1000 milliards d'euros. Eh bien, on doit être capable de trouver autant d'argent pour redévelopper l'emploi en Europe et surtout en France et ici dans l'Oise. Que reste-t-il de l'idéal européen et quel est cet idéal selon vous ? Écoutez, il reste un idéal européen, celui d'avoir une Europe de la paix. Je crois que pour le moment, et pour le moment encore, on a cette Europe de la paix. Il faut regarder ce qui se passe en Ukraine et ne pas jouer ce que l'on appelle les bouts de feu, faire en sorte que nous soyons tous en permanence, et les jeunes le veulent, la paix, la négociation, la discussion, et pas favoriser des groupes un peu fascistes qui circulent avec des armes un peu partout. Et il reste cet idéal de pouvoir circuler partout librement en Europe, d'avoir la même monnaie, même si elle est attaquée. Mais au-delà des idéaux, il est des grandes questions qui se posent. Il faut garder les grands principes de l'Europe, mais recréer des traités qui répondent aux besoins des hommes et des femmes. Et nous, on propose qu'on mette au centre de toutes les préoccupations les besoins des femmes et des hommes qui vivent sur le territoire européen. Avec le taux d'abstention présenté, quelle solution proposez-vous pour inverser cette tendance ? Donc l'important, c'est de mettre en mouvement des politiques qui répondent vraiment aux besoins des gens. Et là, vous verrez, les gens auront envie de participer parce que ça répondra à leurs difficultés. Merci beaucoup. Merci Salimata Nyangan. Tout de suite, un autre député, Nicolas. Après la gauche, la droite, c'est maintenant au tour de Philippe Boulan de prendre l'antenne de TVM avec Marie Braz, journaliste. Oui, Nico, tout à fait. Donc, je suis en direct avec Philippe Boulan à Senlis.
Je vais vous laisser vous présenter. Je suis arrivé au Parlement européen avec 1 an et quelques de retard, puisque j'étais 5e sur la liste la dernière fois. Bon, je suis arrivé depuis très longtemps. Et donc j'ai quand même eu la chance de faire une très grande partie du mandat européen qui se termine officiellement le 1er juillet à venir. L'Europe en général a accusé un très grand taux d'abstention au niveau des dernières élections européennes. Est-ce que vous avez une solution ? J'ai suggéré qu'on crée une journée citoyenne dans chaque État de l'Union européenne. Dans cette journée citoyenne, qu'elle soit divisée en 2, une partie sur la nation et une partie sur l'Europe. Et que tout le monde soit obligé de passer par une journée citoyenne. Et ça permettrait d'expliquer ce que nous faisons là en quelques minutes, d'expliquer en une demi-journée de façon un peu plus approfondie, mais en tout cas de sensibiliser un petit peu aux enjeux européens. Que reste-t-il de l'idéal européen ? Quel est-il, selon vous ? Alors l'idéal européen, moi je pense qu'il existe toujours. Regardez déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les pays autour de l'Union européenne. Ils rêvent de cet idéal. Et nous, on est un peu enfants gâtés, quoi. Mais on devrait se sentir presque autant français qu'européen, quoi, parce que il y a une monnaie, il y a un drapeau, il y a un hymne, il y a un espace de vie quand même si c'est difficile à notre époque, il y a un espace de vie fantastique, le plus grand marché économique au monde, quoi. Donc c'est quand même, on peut être fier de tout ça. Je veux dire, c'est nos parents, nos grands-parents qui ont monté tout ça. Donc c'est assez extraordinaire. Et cet idéal, il ne faut jamais le perdre de vue. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, améliorer, communiquer un peu mieux, etc. Mais quand même, il ne faut pas perdre de vue toutes les grandes valeurs dont je viens de vous parler et qu'il faudrait répéter à l'envi. Et je pense qu'une journée du citoyen dans chaque pays, dans chaque État, ça n'a pas été voté, mon projet. Pas encore, j'espère que ça va venir. Mais ça pourrait permettre déjà de semer un petit peu le terreau de ce futur grand patriotisme européen. Un petit mot pour les citoyens donc, qui vont regarder cette vidéo. Les jeunes, dans ce contexte de mondialisation, il faut bosser, quoi, vraiment, hein, parce qu'on demande de plus en plus de compétences, de niveaux supérieurs. Et si un jour on veut vraiment être fort, des forts et des grands Européens, chacun d'entre nous, et il faut être compétitif par rapport aux Japonais, aux Américains, etc., et aux pays émergents aussi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre des langues, ça c'est extrêmement important. Il faut être le plus au top possible et surtout avoir la curiosité de ce que peut être l'Europe. Lors de ces reportages, nous n'avons pas senti une forte mobilisation. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le taux d'abstention a été très fort. Et sans plus attendre, notre sujet de société sur la polémique sur la théorie du genre. Et on retrouve maintenant Orlane Galvin qui est avec des parents d'élèves pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent de la théorie du genre. Est-ce que votre enfant est scolarisé dans cette école ? Oui, bien sûr. Avez-vous reçu un SMS concernant la polémique sur la théorie du genre ? Pas du tout. Et avez-vous participé à la journée de retrait des enfants ? Non, j'ai pas participé. Non, je savais même pas qu'il y avait une journée de retrait. Avez-vous reçu un message concernant cette journée de retrait de la théorie du genre ? Oui. Avez-vous participé à la journée de Non. retrait ? Non. Non. Avez-vous vu une affiche parlant de la journée de retrait ? Oui. Et que disait-elle ? De ne pas mettre l'enfant à l'école, mais bon, moi je me sens pas concernée. Ma fille y va tous les jours, donc... Merci beaucoup Orlane. Tout de suite, on retrouve Jennifer Melendez avec Catherine Cazery, la directrice de l'école Jean Massé. Nous sommes ici pour comprendre l'impact de la théorie du genre sur l'école Jean Massé. Bonjour Madame Cazery et merci de bien vouloir nous accueillir. Combien d'élèves accueillez-vous dans votre école ? Dans notre école maternelle, on a 100 élèves répartis en 4 classes. Comment avez-vous été informée de cette journée de retrait ? Un matin, une maman m'a interpellée en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de la théorie du genre ?» Je n'étais pas tellement informée à ce moment-là. Et elle m'a expliqué qu'il y avait une rumeur qui courait, ils avaient reçu des SMS, qu'à l'école on allait bientôt apprendre à se masturber, enfin qu'on allait apprendre la sexualité et tout. J'ai dit écoutez là, je crois que vous allez un peu loin, il n'a jamais été question de ça à l'école. Et puis après, au fur et à mesure, on a entendu parler aux informations de cette rumeur, parce qu'il s'agit vraiment d'une rumeur. Il ne s'agit pas du tout d'apprendre la sexualité aux enfants, mais de lutter contre la discrimination entre filles et garçons. C'est pas la théorie du genre qui est en premier lieu à l'école, c'est l'ABCD de l'égalité.
Là, il se passe des choses dans les écoles pour effectivement lutter contre l'inégalité qui subsiste entre les filles et les garçons depuis la toute petite enfance et qui se reproduit après dans le milieu professionnel, puisque on voit bien encore les inégalités qui ont lieu au niveau salarial et au niveau des postes. Et puis pour apprendre à tous les enfants qui sont égaux par rapport à leur choix, que tout est normal par rapport à la répartition des tâches dans les sexes, c'est tout. Après, c'est pour qu'ils puissent aussi choisir leur métier en fonction de quelque chose qu'on leur a appris et non pas qui est inculqué par la société. Lors de la journée de retrait, combien d'élèves n'étaient pas présents? Le 27 janvier exactement, il y avait 20% d'élèves absents dans cette école, mais tous les absences n'étaient pas dues à la fameuse JRE, journée de retrait des élèves. Au fur et à mesure des JRE, le taux d'absentéisme a baissé. Voilà. Dans l'ABCD de l'égalité, évoque-t-on des cours de philosophie? Là, je vois une expérience d'une enseignante qui pratique l'ABCD de l'égalité. Elle dit « Mon prochain atelier philo est prêt. Pourquoi on pleure? Qui pleure? Quand ?» Parce qu'elle avait eu des remarques de ses enfants, que sa maman pleurait parce qu'elle avait épluché des oignons, et puis l'autre avait répondu « Non, moi, mon papa, il pleure pas, les hommes, ça pleure pas. » Donc voilà, elle s'est emparée de ça pour préparer son prochain atelier philo. Merci Jennifer pour ce reportage. Et voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que ce JT vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous succéder l'année prochaine. Merci à tous ceux qui ont participé à l'atelier TVM. Tatiana, merci. TVM, c'est ma télé.